je sais que je vais en prendre plein la gueule. J'affronte des discussions que je n'ai pas envie d'avoir, des discussions compliquées, tendues, houleuses, avec des fournisseurs qu'on ne va pas pouvoir payer, qu'on scotche là, parce que dépôt de bilan égale, on suspend les paiements. Il y a des gens qu'on ne peut plus payer. Pendant 10 ans, il est difficile d'imaginer que ça puisse arriver parce que tout va bien. Tout va bien. Il n'y a pas une ombre au tableau. La croissance, tu embauches, tu crées des boîtes, tu prends des nouveaux marchés, tout se passe bien. Et puis, du jour au lendemain, voilà, un incident de parcours, boum. Bonjour Olivier Seyeux. Bonjour Laurent Moisson. Bon, très heureux de te recevoir pour ce nouvel épisode des podcasts des Forces françaises de l'industrie. L'objectif de ces podcasts, toujours la même chose, c'est donner la parole à ceux qui font l'économie, pas nécessairement ceux qui en parlent ou ceux qui la théorisent, mais ceux qui la fabriquent, qui créent des emplois, qui signent des contrats, qui inventent des choses, qui exportent, qui font tout ça. Et donner donc la parole à des industriels qu'on entend assez peu, quand même. Vous n'êtes pas toujours les plus loquaces là-dessus. Et donc, tu vas avoir l'occasion, pendant un temps indéterminé, ça sera un petit peu à toi de nous emmener dans ton histoire, qui peut être courte, qui peut être plus longue, où l'objectif, c'est de comprendre pourquoi un beau jour, tu as décidé d'être un industriel, et quelles ont été les différentes étapes de ta carrière jusqu'à des événements récents dont tu nous parleras. Voilà. Donc, est-ce que tu peux, toi, te présenter de façon succincte, et puis après, on enchaînera sur un certain nombre de questions. Donc Olivier, 54 ans, je suis né en 1971 dans le Nord Anjou, dans la profonde campagne. Je suis issu d'une famille à l'origine agriculteur, ébéniste, charpentier, couvreur. Mes deux parents étant médecins. Bon, j'ai eu un parcours scolaire assez tranquille, à peu près normal. Je n'étais pas très brillant à l'école. Je crois que l'école m'emmerdait profondément. Sauf à arriver en seconde où j'ai décidé de m'orienter vers une filière technique. J'ai décidé de prendre une option techno telle qu'elle existait à l'époque. Quelle drôle d'idée. Ouais. Et là, j'ai été passionné de pouvoir mettre les mains dans les machines, de mettre une blouse bleue et d'aller dans les ateliers tous les lundis après-midi et de travailler sur une belle planche à dessin où j'ai dessiné un paquet de trucs et je me suis éclaté comme un fou. Alors je te coupe déjà, là, parce que là, tu viens de dire quelque chose de peu commun, puisqu'en France, le parcours standard et la filière un petit peu reine, c'est quand même la filière générale, où on explique à tout le monde que si t'es pas bon en maths, tu finiras à l'usine. Hein. Et toi, tu dis que finalement, cette filière, ça t'a pas passionné et t'as commencé à avoir la petite lumière dans les yeux quand t'as fait des choses concrètes. Ouais, mais pour autant, j'ai pas poursuivi dans cette voie-là. C'est-à-dire que j'ai pris cette option en seconde et sous la pression familiale, j'ai réintégré une filière bac C classique, bac S, donc aujourd'hui. Pour passer un bac C. Mais de toutes les façons, à l'époque, le bac E n'existait pas dans l'établissement dans lequel j'étais, parce que sinon, j'étais parti pour aller vers cette voie un peu marquée techno. J'ai trouvé ça absolument génial, en fait, cette possibilité qu'on avait de faire le pont entre ce qu'on apprenait dans les sciences fondamentales, les maths, la physique, vers l'atelier, l'usinage, la logique câblée, la logique pneumatique. Enfin, ça a été une vraie découverte pour moi. Mais je te parle d'un temps où l'ordinateur n'existait même pas dans les écoles. Donc le matériel était très sommaire, mais ça respirait bon l'usine. Et les ateliers étaient des vrais ateliers à l'époque, où il y avait des vraies machines. Voilà, et on était encore autorisé, il n'y avait pas toutes les règles de sécurité qu'il y a, on était encore autorisé à faire plein de trucs avec nos doigts, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Voilà, donc bac C moyen, j'ai pas brillé au bac, j'ai péniblement sorti une mention assez bien, qui est même pas une mention. J'avais vraiment besoin d'être dans le concret. Voilà. Donc je suis parti en DUT à Rennes, où j'ai fait un DUT chimie, génie chimique. Et là, j'ai découvert un autre univers où finalement, on passait beaucoup de notre temps à faire des TP dans des gros ateliers. TP, c'est quoi ? Des travaux pratiques. Il y avait des colonnes de distillation. Et en fait, je crois que je suis d'un naturel curieux boulimique, en fait. Tout ce qui se présentait à moi m'intéressait. Donc ça a été 2 ans de pur bonheur où j'ai découvert, l'autonomie, puisque j'habitais à 80 km de chez moi, j'avais pris mon envol. Et puis j'ai découvert un autre univers que je ne connaissais pas, la chimie. Et au sortir de ça, j'ai eu la chance
d'être retenu parmi les 2 personnes qui ont eu l'opportunité d'aller faire un stage chez Michelin. Michelin accueillait très peu de stagiaires à l'époque. Et j'ai été accueilli au centre de R&D chez Michelin où j'ai découvert l'univers du pneumatique dans un labo de R&D où j'étais plutôt dans l'équipe qui développait les pneus de haute technologie, haut de gamme. Et on m'a confié un projet un peu stratégique pour Michelin, c'était intégrer les fibres d'aramide dans les pneumatiques pour les alléger, renforcer leur structure. Oui, parce qu'on ne se rend pas compte, mais un pneu, c'est de la haute technologie, c'est de la chimie, c'est super technique. Ouais. Donc je passais mon temps entre les labos d'application où je tournais des burettes, les usines où on produisait de la bande de pneus et les pistes d'essai où on allait essayer les pneumatiques sur des engins absolument fabuleux. Alors moi qui adorais les bagnoles, j'étais aux anges parce qu'une fois par semaine, j'avais la chance d'aller tourner sur le circuit Michelin de la Loue où on faisait un peu tout et n'importe quoi pour tester les pneumatiques. Et à la sortie de cette expérience, Michelin a voulu me garder pour intégrer l'école interne de Michelin et l'école des caoutchoucs. Et là, j'étais pas prêt. J'avais envie de découvrir d'autres univers. Et j'ai réintégré un cycle de formation un peu particulier qui s'appelle aujourd'hui l'ISTIA, qui était une maîtrise de sciences et technologies en innovation et en génie industriel, où j'ai été amené à me former à tout un tas de choses. De la créativité, de la valeur ajoutée, de la comptabilité des finances. Et le boulimique curieux que j'étais a été extrêmement nourri de tout ça. Et à la suite de quoi, j'ai décidé de poursuivre ma carrière universitaire à l'École des Arts et Métiers de Paris, où j'ai terminé par un DEA en conception de produits nouveaux et génie industriel. Voilà, ce diplôme en poche, j'ai été sollicité par mes profs de l'époque pour intégrer un programme de doctorat et commencer une thèse sur le traitement de surface des matériaux. Et en fait, ça m'a rasé. Parce que là, pour le coup... Donc je ne peux pas t'appeler docteur? Non. Bon. Par contre, tu peux m'appeler maître puisque j'ai effectivement une maîtrise. À l'époque, je suis tombé follement amoureux de ma femme d'aujourd'hui, qui s'appelle Muriel, que j'ai rencontrée à l'époque où je faisais mon doctorat en Bourgogne, elle, alsacienne. Elle a fait exactement la même chose que moi, mais avec 2 ans d'écart. Donc on s'est suivis. Elle m'a suivi. Donc ça fait partie des rares femmes ingénieurs qui se sont engagées dans la technique. Absolument. Et il nous en manque beaucoup. Absolument. Parce qu'à l'époque, déjà, c'était assez peu féminisé. Ah, il y en avait très très peu. Encore que dans nos filières, là, sur l'innovation de génie industriel, on avait des effectifs de promo entre 20 et 30% féminins, mais quand on est arrivé à l'école des arts et métiers, il n'y avait pas une seule nana. Bon, maintenant, ça est un peu plus, mais la route est encore longue. Ouais. Et service national des classes à Dijon, sur la BA 102, la fameuse base aérienne sur laquelle a été tournée Tanguy et la Verdure. Vrai émerveillement pour les pilotes de chasse combattre dans le ciel. Et là, j'ai découvert un truc qui m'a bouleversé parce qu'on est arrivé à 300 d'univers, d'horizons vraiment différents. Et en 3 heures de temps, on s'est retrouvés tous kaki, avec 2 mm au-dessus de la tête. Et j'ai vécu une expérience humaine extraordinaire, où j'ai rencontré des gens que je n'aurais jamais rencontrés ailleurs. Là. J'ai trouvé ce brassage culturel humain d'une richesse formidable. Et je crois que ça m'a marqué dans le sens de l'engagement, la signification qu'a le salut du matin, la levée du drapeau. Il s'est passé quelque chose à ce moment-là, du ressort du patriotisme et de l'envie de contribuer à un collectif que j'avais à portée de main, là. Je me suis rendu compte qu'en fait, on vivait pas seul, quoi. On était vraiment dans une communauté et que le sens de l'engagement en communion avec ce groupe avait quelque chose de remarquable. Et on a fait des choses extraordinaires dont on n'avait pas soupçon, des marches de nuit extrêmement longues, des trucs complètement fous. Et ce collectif, en fait, j'ai appris qu'il était capable de se dépasser et de nous porter toujours plus loin. Alors cette expérience, elle peut paraître anecdotique aujourd'hui, alors que le service national a disparu. Mais je trouve que, ça a été une formidable parenthèse entre ma vie d'avant de jeune
fêtard parce que j'avais une activité nocturne assez intense, à la vie pro où cette étape de service national a remis en place un certain nombre de règles, de rigueur, de valeurs qui ont été nécessaires à ma carrière par la suite. Et alors justement, le collectif que tu as pu voir, parce que c'est un collectif dans des conditions qui peuvent être assez extrêmes, puisque des marches de nuit, on travaille quand même dans des choses où on a un niveau d'épuisement, il y en a qui n'y arrivent pas. Comment il réagit ce collectif? Qu'est-ce que tu as découvert du collectif avec cette expérience? Je crois que je me suis un peu découvert une personnalité d'entrepreneur leader, en fait. Une personnalité de celui qui vient plutôt en aide et au soutien des autres, qui apprend que dans l'adversité et la difficulté, on arrive à trouver des ressources au plus profond de soi-même qui nous permettent de nous dépasser et de dépasser des choses qu'on ne pensait pas dépassables. Ça a été une vraie leçon. Et l'autre leçon, ça a été de dire que on ne peut pas laisser quelqu'un sur la touche. Je veux dire, on part à 10, on arrive à 10. Et ça a été très marquant dans le sens où je pense que j'ai compris là et développé probablement une certaine forme de leadership que je ne soupçonnais pas précédemment. Et justement, tu as un avis, même si c'est complètement hors sujet ce que je vais te demander, mais sur la suppression du service, tu penses que c'est dommage ou c'est... Je trouve que c'est très dommage. Aujourd'hui, cette étape, elle avait pour fonction de nous faire connaître notre voisin qu'on ne connaît plus, le gars qui venait du fin fond de l'Auvergne, dont le père était boulanger, qui avait fait un CAP charcutier, que j'aurais jamais rencontré sinon. C'est une ouverture sur le monde et la société qui était exceptionnelle, de casser le clivage entre les différences sociales, culturelles, ethniques. C'est un moment de brassage extraordinaire, et je trouve que dans la société d'aujourd'hui qui manque terriblement d'autorité, je pense que l'autorité doit être restaurée, et ce passage avait pour vocation d'affirmer un peu cette forme d'autorité de l'État, voilà, pour ne pas le citer, et de cadrer un peu les choses. C'est quoi l'autorité ? L'autorité, c'est on t'explique des règles, on t'explique qu'il faut les respecter, et puis on te fait comprendre que si tu les respectes pas, ça se passe pas bien. Voilà, moi je suis pas pour une autorité accrue, mais le respect des règles et d'autrui, il me semble fondamental pour un bien-être et un bien-vivre en société. Et aujourd'hui, je trouve que ces valeurs se perdent, et ce passage par le service national avait pour mérite de remettre en place un certain nombre de fondamentaux auprès de tout le monde. Je veux dire, que ce soit l'ingénieur ou le docteur, il allait faire la corvée de toilette tous les matins comme le maçon, n'importe qui. Ça faisait la promotion d'une certaine forme d'humilité qui manque un peu. Et puis je pense que ça cassait un tout petit peu les clivages qui existent aujourd'hui, et ce fossé qui est en train de se créer entre les populations, et qui conduit à tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. D'accord. Alors, ce que tu me dis, ça m'inspire une réflexion, qui est de dire qu'on est dans une époque où, tu l'as dit, l'autorité peut-être se perd, mais d'un autre côté, dans la définition de l'autorité que tu as donnée, il y a fixer des règles. Alors moi, mon impression, je veux savoir si tu la partages, c'est qu'on n'a jamais fabriqué autant de règles, des normes, des lois, des règlements, des circulaires administratives, ce que tu veux. Par contre, il y en a tellement qu'on les respecte plus vraiment. Il y en a certaines qui s'imposent, c'est pas forcément les plus importantes. Il y a probablement un petit peu de hiérarchie et de simplification à trouver là-dedans. Comment tu vis ça ? Parce que finalement, ce souci de mettre des règles, il n'a pas disparu. Comment tu vis ce paradoxe ? Bon, je trouve assez bizarrement qu'effectivement, on a une société qui est de plus en plus réglementée. Et pour autant, à côté, j'ai plutôt l'impression qu'on a des règles qui sont de moins en moins appliquées. Voilà, donc j'ai pas vraiment d'avis sur le sujet, mais
je trouve malheureusement qu'on est en train de glisser vers un monde où finalement les règles, la loi sont plus connues, sont plus respectées, et que finalement l'individu vit pour lui-même et pas dans la collectivité et fait fi de tout ça. Alors je ne sais pas ce qui induit notre société à vouloir ultra réglementer nos vies, mais il y a autre chose que je trouve assez perturbante dans nos pays, qui est probablement en contradiction complète avec ce qui se passe en Amérique du Nord, avec laquelle j'ai beaucoup travaillé. Si en Amérique du Nord, tu es libre de tes faits et gestes, si on caricature les choses, tu fais ce que tu veux. Sauf que tu vas payer pour les conséquences de tes actes. Liberté et responsabilité. Liberté et ultra-responsabilité. Chez nous, on essaie de te prémunir du moindre risque qu'il pourrait t'arriver, au principe que on doit protéger les personnes et les biens contre elles-mêmes, contre autrui. Je trouve qu'on est allé beaucoup trop loin. Peut-être pour répondre à ta question, je pense qu'on est en train de générer une société d'assistés, de personnes complètement dérresponsables de leurs actes, et ce qui me semble être assez dramatique. Alors revenons sur ton parcours. Donc là, tu sors du service avec une belle expérience, et qu'est-ce que tu fais ? Alors je sors du service et j'envoie des CV, et je reçois un jour un appel d'un entrepreneur savoyard qui cherchait un jeune ingénieur pour développer une nouvelle technologie. C'était un patron de PME qui avait une belle PME qui faisait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'époque, une vingtaine de millions d'euros. De francs ? Francs, pardon. Ce mec, à l'origine, c'était l'inventeur de la plaque minéralogique qu'on connaît aujourd'hui. Donc il avait fait fortune avec la plaque minéralogique. Sur les voitures, là ? Ouais, sur les bagnoles. Les plaques embossées, là. Et donc, il avait monté cette boîte. Il avait 61 ans. Ce que je n'avais pas compris à l'époque, c'est qu'en fait, il était plutôt sur sa fin de carrière. Donc, moi, j'arrive dans cette boîte. Je lui demande, mais vous avez besoin de moi, pourquoi ? Il dit, mon entreprise est arrivée à maturité. J'ai besoin de lui donner un nouveau souffle. J'ai besoin de développer des nouvelles technos chez moi, une solution propriétaire. J'ai pas beaucoup d'idées, mais par rapport à ce que tu as travaillé sur ta thèse, parce que j'avais publié 2-3 articles, ton savoir-faire m'intéresse, et je pense qu'il y a matière à développer des nouvelles technos pour faire de l'ennoblissement de pièces plastiques à l'intérieur des bagnoles, notamment, voire d'autres sujets. Et donc, il me dit, écoute, si ça t'intéresse, je t'embauche 6 mois en intérim. Il y a un petit chalet dans le fond de la cour, là. Je ne veux pas que tu sois perturbé par le reste des équipes, donc je t'installe dans le fond du chalet, et pendant 6 mois, ton projet va être de me rendre un projet d'étude et de faisabilité, de développement d'une nouvelle techno. Carte blanche. Donc. Carte blanche. Et ce mec qui était entrepreneur avait un vrai projet entrepreneurial derrière, parce que son objectif, c'était de développer une nouvelle activité. Et donc pendant 6 mois, j'ai bûché le truc. Alors bien évidemment, on se voyait tous les 15 jours, j'ai fait quelques propositions. Et j'ai fait pendant 3 mois et demi de la R&D pour développer un nouveau process qui était destiné à imprimer de l'encre sur un film hydrosoluble. On venait tremper des pièces sur ce film, et puis ça nous permettait de décorer en fait des pièces de forme complexe, voilà, de manière industrielle. Et au bout de 6 mois, il m'a dit, écoute, ce que tu me proposes, ça m'emballe. Maintenant, il faut passer à la phase d'après. Donc, ce que je te demande, c'est de chiffrer le projet et puis de m'expliquer comment tu t'y prendrais pour démarrer une activité comme ça. Et donc là, encore une fois, carte blanche, je lui ponds 3 mois après un projet avec la construction d'un bâtiment, le développement de machines spécifiques et un budget global pour démarrer l'activité avec un business plan. Alors, je découvrais tout ça, moi. Voilà, au bout de 3 mois, plusieurs itérations, je propose le projet, on valide le dossier, budget de 3 millions d'euros à l'époque, 20 millions de francs. Voilà, et donc au bout de quelques discussions, feu vert, on engage le sujet,
et m'ait confié en fait le démarrage de cette activité. Donc à l'époque, je suis amené à me rendre au Japon pour aller faire un peu de pompage industriel dans des entreprises qui développaient des solutions un peu similaires. On achète un bout de machine là-bas, qu'on rapatrie, qu'on modifie. Je passe 6 à 9 mois les mains dans le cambouis à modifier des machines, à reconcevoir des parties de l'installation. Et puis un an après, cette machine commence à tourner et on commence à fabriquer les premiers échantillons de produits. Donc moi je suis tout content, je vais voir mon dirigeant, je lui dis chef, on y est, on a réussi. Il me dit t'as rien réussi là, tu fais que commencer ton travail. Parce que maintenant, ce que tu as sorti là, sans client, ça vaut rien. Donc voilà un téléphone portable. Voilà une 306 blanche commerciale, eh bien, à toi de me montrer que ce que tu as développé, ça peut trouver son marché. Et là, j'ai trouvé le challenge extraordinaire parce que ce mec-là m'a vraiment poussé dans mes retranchements. Et donc, à l'époque, Google Maps n'existant pas, j'ai pris ma carte de France, j'ai fait des petits ronds autour des usines qu'il me semblait intéressant d'adresser, dont un groupe qui s'appelait Moulinex à l'époque, qui était fortement implanté en Normandie, dans des usines gigantesques. Parce qu'à l'époque, Moulinex en Normandie, c'est une ville, c'est une ville dans la ville. Idem dans les Vosges pour l'activité fabrication de grille-pain. Et donc, moi, j'ai surkiffé le fait d'intégrer en fait ces process, de réfléchir avec les mecs à comment est-ce qu'on allait pouvoir muter de leur technologie de décoration, de faire repasser à ce que je leur proposais. J'avais fixé mes prix et c'est à ce moment-là où j'ai compris que déterminer un prix, on ne détermine pas un prix par une nomenclature, on détermine un prix par rapport aux besoins du client. Là, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est comment on calcule le prix, enfin comment il faudrait calculer le prix d'un produit. Parce qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui déterminent le prix par rapport à leur coût de revient. C'est-à-dire combien ça me coûte de développer un produit, je mets ma marge dessus et donc je vends ça. Ensuite, il y a l'autre option, enfin, l'autre façon de faire que tu nous expliques, qui est notamment très très pratiquée aux États-Unis ou enfin, dans la culture anglo-saxonne, qui est de dire non, moi je vends quelque chose parce que ça apporte de la valeur à un client, ça lui règle un problème, et même si moi ça me coûte pas cher de le développer, je vais lui vendre quand même au juste prix par rapport au gain de temps ou à la valeur ajoutée que ça crée chez lui. C'est un petit peu ça que tu nous expliques. Exactement. Moi, je l'explique tous les jours à mes équipes. C'est vachement important de savoir ce que va vous coûter, ce que vous allez produire. C'est extrêmement important. On ne va pas vendre à perte, encore que ça peut être une vraie décision. Mais c'est important de savoir d'où on part. Par contre, là où on doit arriver, ce n'est pas vous qui le déterminez. Parce que de toutes les façons, celui qui met le prix sur le bon de commande, c'est le client. Voilà. Donc le client, il mettra le prix sur lequel il est d'accord. Et ce n'est pas parce que vous avez chiffré 10 que vous ne pouvez pas vendre 20, confère Apple et consorts. Enfin, un iPhone ne coûte pas 1500 €. Un iPhone à produire, c'est entre 300 et 400 $. On a du mal à voir les chiffres. Mais pas 1500 €. Bref. Et donc, j'ai trouvé ça extrêmement riche d'enseignement. Voilà. Et comment tu sors justement de cette... Enfin, pourquoi tu sors de cette PME ? Alors, je sors marqué parce que un matin, je suis convoqué dans son bureau et il me dit, écoute, tu peux imaginer quand même qu'à 63, 64 ans, j'aspire à prendre ma retraite. Alors j'avais bien vu qu'il avait changé de bagnole récemment, le directeur général aussi, il avait nommé un directeur général, mais à l'époque j'étais jeune, des signaux faibles n'apparaissaient pas clairement à mes yeux. Et il me dit, écoute, j'ai vendu l'entreprise. J'ai vendu l'entreprise à un industriel lyonnais et un financier stéphanois. Et une semaine après, débarque le nouveau PDG, ancien directeur financier d'un grand groupe d'outillage. Et là, j'ai tout de suite compris que j'avais plus affaire au mentor qui m'avait fait venir ici. J'ai été en déphasage complet avec lui. Le mec, il sortait jamais de son bureau, il s'intéressait pas à la boîte, pas aux gens. Il visitait jamais les ateliers, il savait pas à quoi servaient les machines. Et à l'époque, moi, l'idéaliste que j'étais, c'est pas retrouvé en fait dans cet univers. En plus, ma femme
à l'époque, avait beaucoup galéré à trouver du boulot. La Haute-Savoie, c'est particulier. On se trouve beaucoup d'amis le jour où on explique à tout le monde qu'on s'en va, en fait. C'est pas sympa. Non, mais c'est la réalité. Et à l'époque, j'avais été appelé par quelques entreprises de l'ouest de la France. Thomson, à Angers, qui fabriquait des télés. Philips, au Mans, qui fabriquait des téléphones mobiles. Et Mitsubishi Electric Telecom Europe, à côté de Rennes, entre Rennes et Laval, qui fabriquait des téléphones mobiles. Et le projet de Mitsubishi m'a passionné. Parce que en fait, l'ambition de ce fabricant, c'était de devenir le leader en France de la production de téléphones mobiles. C'était encore des grands groupes qui pensaient que le pays France était encore un pays de production, où on était à quelle époque où déjà ça commençait sérieusement à sentir le roussi pour l'industrie? On était en 2000. 2000, donc en 2000, il y avait encore une belle dynamique industrielle. Ah ouais, c'était un truc de fou, parce que dans la grande région autour de Rennes, là, entre Fougères, Laval, Le Mans et Rennes, j'ai en mémoire à peu près 10 000, mais je pense que c'est plutôt près de 15 000 personnes travaillaient dans la téléphonie mobile. Alcatel, Sagem, Philips et Mitsubishi avaient des usines de production de téléphones mobiles à l'époque. Ce qui, aujourd'hui, ramené à l'époque, paraît complètement illusoire d'imaginer des usines comme ça. Et quand je parle d'usines, c'était des usines de plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés qui fabriquaient leurs cartes électroniques, assemblaient les téléphones, les testaient, les emballaient. Et l'ambition de Mitsubishi était vraiment de devenir un acteur leader en Europe. Bon, ces marques-là, elles ne fabriquent plus de téléphones aujourd'hui. Elles sont toutes mortes. Donc moi, je suis arrivé en 2000 avec un projet qui était de développer l'activité, d'augmenter la capacité. J'ai perdu la notion des chiffres, mais j'ai en mémoire l'ambition de la boîte qui était de produire 1 million de téléphones par mois, quelque chose comme ça, qui était complètement fou. Moi, je suis arrivé, on n'était pas nombreux, on était quelques centaines. Et de 2000 à 2002, on est passé de quelques centaines à plus de 2000 personnes, avec une usine installée, des machines qui tapaient du composant électronique, qui produisaient de la carte électronique, qui bougeaient dans l'atelier d'assemblage des téléphones. On avait investi dans beaucoup de moyens automatisés, de machines spéciales. J'ai été picousé à cette époque-là au process industriel. Et donc, ma mission à moi, c'était chef de projet industriel. Donc, j'ai été connecté à la R&D, aux mecs qui développaient le produit, aux mecs et aux femmes qui développaient le produit. Et ma mission à moi, c'était de rendre ces produits industrialisables. Donc, tu étais aussi dans les lignes de production, tu fréquentais beaucoup toute cette culture un peu ouvrière ou pas du tout? Ah ben, j'y étais au quotidien. Je vivais avec ces gens-là en permanence. Et je faisais le pont entre les ingés radiofréquences qui développaient les antennes et les écrans et les gars de l'atelier. Je venais pour démarrer les productions à 5 h du matin. Je vivais au rythme de l'usine. Et alors, justement, est-ce que tu en tires quelques règles sur l'innovation? Parce que la France a probablement l'une des raisons qui explique sa désindustrialisation, c'est qu'on s'est mis à imaginer qu'on pouvait innover sans produire. Comment ça se passe le plat, il passe bien ou il passe pas ou c'est de silos, c'est quoi ton expérience? C'était l'exemple même de la création de ma fonction en fait. Le patron, le directeur général de l'époque, a voulu mettre en place cette fonction de chef de projet industriel justement parce que les labos étaient complètement déconnectés des usines, pondaient des produits qu'on n'arrivait pas à produire, et puis la production gueulait après les mecs de R&D parce qu'ils faisaient n'importe quoi, etc. Et notre métier, c'était de recoller, de faire se rencontrer les deux univers en fait, de faire venir les mecs de la R&D dans les usines pour comprendre les problématiques et que les mecs des usines comprennent que il y avait quelques contraintes à développer un produit. C'était d'une richesse extraordinaire. D'accord. Et quand tu dis les deux mondes communiquaient mal, comment tu les caractérises, ces deux mondes? C'est quoi les esprits, la culture? Est-ce qu'il y a des traits singuliers? Je sais pas dire. Plutôt tendance à penser que les gens qui travaillent dans l'usine sont très attachés à l'entreprise. Ceux qui travaillaient à l'époque dans la R&D étaient plus attachés à leur métier, leur job, pas fondamentalement ancrés dans la culture de la boîte.
Voilà, on avait à droite des terriens et à gauche plutôt des rêveurs, mais des gens qui avaient vraiment du mal à communiquer, à se comprendre, qui fonctionnaient pas très bien ensemble. Voilà, donc ça a été 2 ans d'expérience où là, pour le coup, j'ai appris les process, les procédures, la rigueur japonaise, les méthodologies japonaises de résolution de problèmes, la TPM, Total Productive Maintenance, tous les méthodos issus de l'univers Toyota, en fait. J'ai trouvé ça extrêmement riche, en fait. Et tu peux nous résumer un peu pour quelqu'un qui ne connaît pas forcément l'industrie, en quoi c'est différent et qu'est-ce que ça apporte? Ça permet d'inculquer dans les univers d'entreprise des logiques d'amélioration continue, la culture de l'amélioration continue et de la recherche de la performance sans limite. C'est-à-dire que l'amélioration de la perf n'a pas de limite. Et ça s'appuie sur quoi? Parce que là, pour le coup, c'est quand même une méthode qui s'appuie beaucoup sur le ressenti aussi de ceux qui travaillent, de tous ceux qui travaillent, et notamment des gars de l'atelier. Ça s'appuie sur une analyse factuelle, exhaustive des faits qui se présentent à nous. Ça s'appuie également sur l'idée qu'il faut aller chercher de la data, collecter de la data, fuir les avis préconçus, et puis faire preuve de créativité dans la recherche de solutions. Ne pas réfléchir à la solution avant d'avoir correctement posé le problème. Ça remet globalement les choses dans le bon sens. Le why, pourquoi, quoi. Ouais, et donc ça implique tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui a le droit de dire moi je suis en charge de la conception et c'est que moi qui fais. Ça vient de partout, quoi. Absolument. Et non seulement ça vient de partout, mais en plus les rituels d'animation qui sont mis en place, que ce soit au quotidien ou pour le traitement de problèmes, sont très inclusifs en fait. Très inclusifs dans le sens où on cherche à avoir le plus de polyvalence possible dans les groupes. Généralement, les chantiers se passent autour de tableaux, on est debout avec tout le monde, du patron de l'usine au gars de la maintenance, et ce qui permet d'avoir un brassage d'avis et d'opinions qui est d'une richesse absolue. Voilà, donc 2 ans passés dans cet univers assez fou où l'argent coulait à flot, on n'avait vraiment pas de problème de pognon, et que l'enjeu principal de la boîte, c'était d'accélérer, et d'accélérer plus vite que les autres, plus vite que Sagem, plus vite qu'Alcatel, plus vite que Philips. Au point qu'on accélère tellement fort que, je crois que c'est fin avril ou mai 2002, on est réunis tous dans le nouvel atelier pour nous annoncer qu'en fait, la direction générale du groupe a décidé de transférer les capacités industrielles vers la Chine, considérant que le marché émergent, c'était plus l'Europe, c'était la Chine, et que pour des sombres raisons de prix de revient, il était préférable de poursuivre le développement de ces activités sur des pays dits à bas coût. Alors là, il y a un truc, moi, qui ne me va pas du tout, parce que, étant chef de projet industriel, j'ai un tout petit peu le nez dans les prix de revient, parce que c'est mon job. Et je vois très bien que la part main-d'œuvre sur la production d'une carte électronique à l'époque, elle est voisine de rien du tout. C'est-à-dire que dans le prix de la pièce, la partie qui est attachée au coût de la main-d'œuvre est minuscule. Donc ça veut dire que le fait de délocaliser auprès d'ouvriers qui vont être moins payés, ça n'a aucun sens. L'impact, il est moindre. D'autant qu'à l'époque, j'étais allé faire une mission en Chine pour évaluer un fournisseur d'écrans LCD. C'était les premiers écrans LCD couleur qu'on embarquait sur les téléphones. Et j'avais été très surpris de la vision chinoise de la qualité de fabrication. Suivant en France, moi j'ai été formé comme ça, une ligne de production, dès qu'elle sort son premier défaut, on l'arrête, on essaie de comprendre pourquoi la machine a sorti un défaut, on traite le problème et on redémarre. C'est comme ça qu'on améliore du process. En Chine, c'était plutôt l'inverse à l'époque. C'est-à-dire qu'on produisait des écrans, il y avait 15 personnes en fin de ligne là, qui regardaient les écrans, qui les branchaient, et si c'était pas bon, il y avait une poubelle à droite,
les mauvais, et puis les bacs de rangement. Ouais, donc tu as beaucoup de rebut, quoi. Effrayant. Mais comme ça coûte pas cher de mettre 15 personnes en bout de ligne, ben on préfère continuer à faire tourner la machine et on fait du tri. J'ai été catastrophé de voir ça. Et donc, ayant vu ça, et ce que j'avais perçu du prix de revient et de l'impact du coût de la main-d'œuvre sur ce qu'on produisait, je n'arrivais pas à comprendre ce qu'on était en train de me raconter là. Ça va coûter moins cher d'aller produire en Chine. Et après, ces téléphones-là, on va les emballer, les mettre dans des conteneurs, et puis faire naviguer des bateaux pour ramener ces téléphones à Rennes pour les vendre dans les magasins. C'est quoi l'histoire là? Alors, en plus, on ne parlait pas encore à cette époque, enfin en tout cas on parlait beaucoup moins d'écologie, mais enfin ramener à aujourd'hui, c'est complètement absurde. Aberrant, aberrant. D'autant que une des logiques dans la production de matériel électronique, c'est de se dire il faut qu'il y ait le moins possible de stock entre ton lieu de production et ton lieu de consommation. Pourquoi? Parce que si tu as un défaut au milieu de ta chaîne logistique, un bug sur un composant défectueux, sur le centième produit, et du centième au millième, ben, ce défaut il s'est reproduit parce que tu n'as pas traité la cause et que tu ne l'as pas vu. Mais plus tu allonges la chaîne logistique, plus tu prends de risques sur tes produits, risque de non-qualité, de SAV. Je me dis, mais je ne comprends pas ce qu'on est en train de me raconter. Et donc là j'ai bugué ce jour-là. J'ai bugué, d'autant que le directeur de l'usine de l'époque vient me voir et me dit ce serait bien que vous, on était 3 chefs de projet industriels, vous puissiez accompagner le transfert de l'usine. Je dis, t'es quand même pas en train de me demander que de défaire tout ce qu'on a fait, d'aller voir mes collègues, les 2000 collègues là, et leur expliquer que je vais participer à la perte de leur job. C'est ça que tu es en train de me demander. D'autant que je ne comprenais pas. Et ça a été extrêmement douloureux pour moi de voir qu'on désindustrialisait un territoire. Parce que Chuck avait pris la même décision à Laval, là, c'était de Laval, Alcatel ou Fougères, je ne sais jamais. Bref, Chuck, l'ancien patron d'Alcatel. Ouais, celui qui a théorisé finalement, en tout cas ça a été l'un des porte-drapeaux de l'entreprise sans usine. Exactement. Et quand je suis sorti le midi de l'usine, je me suis retourné, j'ai dit merde, on est dans la pampa, il y a plein de gens autour qui bossent grâce à cette usine, demain ça n'existe plus ça. C'est ça le monde qu'on veut se réserver, qu'on veut réserver à nos enfants. Donc là je suis re-rentré, je suis allé voir Christian, le DRH de l'époque, j'ai dit écoute Christian, moi je suis pas d'accord là. Il dit attends, il va y avoir un PSE, j'en ai rien à foutre de votre PSE. C'est quoi ça? Un plan de sauvegarde de l'emploi. Oui, ça c'est quand on vire les gens qu'on fait un plan de sauvegarde, non, c'est ça? Voilà. J'aime bien les mots, moi. Et qui permettait de prendre un chèque à la clé et de partir dans des conditions confortables. Voilà. Mais moi, je lui ai dit, écoute, moi, ton truc, ça ne m'intéresse pas. Ben, je lui ai dit, oui, je m'en vais. Enfin, je veux dire, notre collaboration, elle va s'arrêter. Donc, arrêtons-la maintenant. Donc il m'a dit, écoute, ok, je te signe ta fin de préavis anticipée, on va te payer encore 2 mois. Je suis rentré chez moi. Et je crois que j'en ai jamais parlé à personne, mais j'ai chialé dans la bagnole en sortant. Ça m'a effondré, cette histoire. J'ai chialé parce que ça avait été une aventure humaine extraordinaire. J'ai chialé parce que je quittais des vrais amis. Et puis j'ai chialé parce que je trouvais que c'était un gâchis que j'ai trouvé intolérable. Et ça, justement, d'ailleurs, est-ce que tu as le fin mot de l'histoire? Pourquoi est-ce qu'il y a un mec qui a pris une décision de délocaliser une usine qui finalement était profitable pour créer une autre usine qui, au début, au moins, l'était moins? C'est dogmatique? Je pense qu'il y a eu un peu de dogmatisme et le vrai fond du sujet, c'est que je pense que Mitsubishi s'est désengagé du marché, en fait. N'a pas fait que transférer l'usine. Elle a complètement fermé cette activité parce que quelques mois, années plus tard, le téléphone Triomphe n'existait plus. La marque était morte en fait. Ce qui est complètement hallucinant, c'est qu'à l'époque, en 2001, j'ai dans les mains un proto de téléphone que la boîte cherche à développer. C'est l'iPhone d'aujourd'hui. Hein. Ah ouais? Ah ouais. C'est une espèce de grand PDA, écran couleur. Bon, alors, les jeunes se foutraient de notre poire aujourd'hui, mais c'était un peu lourd, un peu épais. Mais c'était un téléphone, c'était un smartphone de l'époque, qui tournait en fait,
avec un OS particulier que la boîte avait développé. Donc tout ça pour dire qu'en fait, l'innovation, elle était là. Le savoir-faire sur les technologies radiofréquences, entre Lannion et Rennes, il y avait des ingés partout. Enfin, on était vraiment à la pointe de la techno. Et tout ça, on ne l'a pas mis à la poubelle. On l'a juste donné en cadeau à la Chine. Voilà. Donc ça va accélérer un peu mon process de désolation. D'accord. Donc tu te retrouves. Donc je me retrouve à Angers. À l'époque, j'avais rencontré le samedi d'avant mon deuxième mentor, qui vient de décéder là, Christian, qui était patron d'une boîte de chaudronnerie industrielle, une belle PME. Ils étaient, je crois, 50 ou 60 à l'époque. Ils fabriquaient, alors une chaudronnerie industrielle, c'est une boîte qui transforme le métal pour fabriquer des bidons, des réservoirs, des systèmes de tuyauterie qui sont beaucoup utilisés dans le traitement du gaz et du pétrole, le raffinage, le dessalage, etc., etc. Et donc à l'époque, ce type, je le rencontre un samedi matin avec son directeur général. Et il me dit, ben voilà, moi j'ai une boîte, on est une PME, on est tous compagnons du devoir. On n'a pas fait de vieux os à l'école, on sait très bien souder, déformer le métal. Par contre, gérer un projet, on ne sait pas trop, un prix de revient, c'est compliqué, nos affaires ne sont pas maîtrisées, des années on gagne du pognon, d'autres on n'en gagne pas, on n'est pas très rigoureux dans la gestion documentaire et tout. Je lui dis, mais vous voulez que je vienne faire quoi? Il me dit, des miracles. Parce que je ne sais pas comment on va pouvoir grandir. On a de l'or dans les mains, on sait très bien faire notre boulot. Par contre, on a du mal à l'organiser. Et donc, je suis arrivé dans cette boîte comme faiseur de miracles. Ça a été très dur parce que je suis arrivé dans une boîte de compagnons du devoir où les mecs ne comprenaient pas que j'avais pas le même niveau technique qu'eux. Je ne connaissais pas leur métier, moi. La chaudronnerie, je ne connaissais pas, je découvrais. Mais j'avais autre chose à leur apporter, qui était, d'après eux, un peu du pipeau et du clairon. Donc en fait, quand on arrive dans j'ai trouvé pertinent en arrivant dans cette boîte un peu artisanale, c'est pas péjoratif ce que je dis, de dire que plutôt que de passer des semaines et des semaines à me palucher des procédures pour cadrer le sujet, je vais mettre tout le monde dans l'entonnoir, je vais mettre en place un outil qui va être le point de passage obligatoire ou un projet, quand on rentre une commande, on en détermine un objectif de prix de revient, c'est un volume d'heures à passer, un volume d'achat, et puis en permanence, je vais vérifier ce qu'on fait par rapport à ce qu'on avait dit. On dit ce qu'on fait ce qu'on dit. On le vérifie, et puis ça permet de créer une boucle d'amélioration. Et ce point d'entrée m'a permis assez rapidement, en optant pour un petit outil qui ne coûtait pas cher, simple à déployer, de démontrer qu'en mettant en place un peu de process dans une boîte, on arrive assez rapidement à améliorer, mais surtout à identifier nos points de fragilité et de faiblesse. Et donc, on a déployé cette organisation et ce système par le biais de cet outil logiciel qui nous a permis de définir des règles et de mesurer en fait nos points d'écart, nos points d'amélioration et de boucler et de mettre en place de l'amélioration continue et de dire au mec qui fait le chiffrage, t'as prévu ça, mais non, c'est pas tout à fait ce qui se passe. Ce qui nous a permis assez rapidement de prendre des affaires de plus en plus importantes chez des clients de plus en plus importants comme des Total, Air Liquide, de faire des gros chantiers et de gérer une organisation industrielle. En fait, j'ai pris la fonction de directeur des opérations industrielles dans cette boîte assez rapidement, mais par ce truchement. Voilà, on est avec une bonne rentabilité, du coup. Avec une très bonne rentabilité. Avec une très très bonne rentabilité. Donc tu es passé en fait, enfin, tu as aidé l'entreprise à passer d'un niveau où il y avait de très bonnes compétences techniques, mais pas nécessairement les outils et les processus qui permettaient d'optimiser, on va dire, la rentabilité, à finalement les mêmes savoir-faire, mais dans le cadre de procédés, de méthodes qui sont mieux définies, qui tout d'un coup génèrent plus de profitabilité et donc peuvent prendre des dossiers plus gros et se développer. Absolument. Et puis assurer une meilleure satisfaction du client parce que les deux sont liés. Voilà, donc quelques années, ça a duré 4 ans l'histoire,
On a pas mal grandi. Je crois qu'au bout de 4 ans, on était 120 ou 130 personnes. Les ateliers avaient grandi également. On prenait des projets de plus en plus conséquents à l'international, etc. Et puis, il a commencé à se poser la question de savoir quelle allait être la suite à ce dirigeant. Christian, là, je pense qu'il approchait les 60 ans, commençait à envisager sa suite. Et en fait, dans le schéma qui était en train de se dessiner à l'époque, j'en dirai pas beaucoup plus parce que les gens se reconnaîtront, mais je me retrouvais pas. Et à l'époque, dans cet univers, je trouvais que j'avais plus forcément ma place. J'étais au milieu d'un groupe où j'étais pas tout à fait aligné avec les décisions qu'il voulait prendre sur sa suite. Il avait plutôt l'intention de créer un groupement d'actionnaires salariés. Bon, moi, je voyais pas bien le truc parce que j'ai toujours une petite difficulté avec ça. Devenir actionnaire d'une boîte, ça se décrète pas, quoi. Je pense qu'il faut avoir envie. La fonction d'actionnaire dans une boîte, elle n'est pas anodine. Je trouve que c'est un vrai engagement, surtout quand tu es salarié. Et il y a un truc qui potentiellement ne fonctionne pas très bien, peut-être qu'on y reviendra plus tard, sur, au bout d'un moment, il y en a certains là, à qui on avait proposé de racheter des actions dans la boîte, qui avaient oublié qu'ils étaient salariés de la boîte, qu'ils avaient un boulot à faire. Donc ils avaient des droits avant d'avoir des devoirs. Ils avaient un peu inversé les rôles. Et dans ce qui était en train de se mettre en place, je ne me suis pas senti, d'autant que, alors je ne sais pas si c'est Churchill qui dit ça, mais disons que c'est lui. Ouais, je crois que c'est lui qui disait que le nombre idéal d'associés dans une boîte, il est... Forcément impair, et à partir de 2, c'est problématique. Voilà, c'est ça. Oui, on dit ça en Auvergne aussi. C'est vrai. Ouais. Bon, voilà, et puis je trouvais que ça s'appliquait bien à l'époque, ça s'appliquait d'autant mieux que le patron était vraiment un vrai patriarche, c'était un sacré bonhomme, quoi. Un patron qui avait du verbe, qui avait du charisme, qui était capable d'embarquer tout le monde, qui maîtrisait tous les sujets dans sa boîte, qui était capable d'embrasser toutes les difficultés et les problématiques, avec une présence incroyable, qui avait une espèce de vivacité d'esprit, capacité à détecter les problèmes. Et je trouvais que de passer de ça à un espèce de groupe d'une dizaine ou d'une douzaine de collaborateurs associés dont on ne savait pas qui deviendrait le chef, et l'idée c'était plutôt de dire on va organiser le combat des chefs et puis on va voir celui qui reste debout à la fin, puis on va dire que ça va être lui le patron, ça m'allait pas bien parce que c'est pareil, devenir patron d'une PME, ça ne s'invente pas, ça ne se décrète pas. Il faut avoir du leadership, il faut avoir la capacité à embarquer le groupe. Et ce qui était en train de se dessiner ne me convenait pas. Donc, bon, voilà, j'ai décidé de tirer ma révérence. Donc tu t'entends bien avec tu rentres dans une boîte parce que tu t'entends bien avec le patron. Et après, par contre, le patron change. Ça te pose question. Alors parfois, ça peut donner quelque chose de bien avec une autre aventure. Mais si ça ne va pas, tu n'hésites pas et tu t'en vas. Enfin, j'ai l'impression que la dimension humaine, c'est quelque chose de très important pour toi. Pour moi, elle est fondamentale. Je pense qu'il y a deux principes de base chez moi. C'est que pour diriger correctement une boîte, il faut aimer ses clients. Il faut les aimer, ses clients. Et il faut aimer ses collaborateurs. Si on n'aime ni ses clients ni ses collaborateurs, je pense qu'il faut aller faire autre chose. Et je ne sais pas fonctionner autrement. Voilà. Et donc, dès que je suis effectivement des amours, je perds le sens. J'ai besoin d'avoir du sens. Et effectivement, la relation humaine, elle est fondamentale. Voilà, donc fin de cette relation un peu en demi-teinte. Et à l'époque, je me dis, qu'est-ce que tu vas foutre ? Jusqu'au jour où, sur l'APEC, il y a une annonce d'un type qui cherche un directeur général associé pour une boîte qui fabrique des machines spéciales. Et là, il n'y a pas l'adresse de la boîte. Je ne sais pas où c'est en France. Je sais que c'est en France. J'appelle, et la personne sur laquelle je tombe dit vous êtes monsieur C. Oui. Ah. Et donc, c'était un expert comptable avec lequel j'avais travaillé précédemment sur l'étude d'un dossier, qui était à Angers. Mais il me dit mais la boîte, là, elle est à Angers. Ah bon ?
Ah, il me dit, c'est le truc idéal pour vous, parce que cette boîte, elle a un savoir-faire extraordinaire, elle est en train de perdre ses clients, il y a besoin de remettre en place de la structure, du cadre, de l'organisation, elle maîtrise difficilement ses prix de revient. Ah, moi, je trouve que c'est un bon sujet pour vous. Et donc, je vais voir le dirigeant à l'époque qui cherchait à me recruter, hein, faire signer un contrat, et accessoirement, à ce que je remette un petit chèque dans la boîte. Il y avait besoin de recapitaliser un peu. Ouais, il y avait même besoin plus que de recapitaliser en réalité, parce qu'on est fin 2008, là, décembre 2008. On est un peu dans le dur de la crise. Le client principal est Équipementier Automobile Français. Son logo est très vert. Voilà. Et je visite les ateliers. Il n'y a plus de machines dans les ateliers. Le carnet de commandes, il y a 5 petites commandes qui se battent en duel. C'est quoi les prévisions ? Bon, les résultats ne sont pas fantasmagoriques. Et donc, je dis à cette personne, je pense qu'il n'y a pas de la place pour deux. Là, ça faut être un directeur général associé d'une boîte qui faisait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y avait 23 personnes, plus d'activité. Je lui dis, c'est deux choses. Il n'y a pas de la place pour deux. Enfin, la boîte, elle ne va pas pouvoir nourrir de bouche. Et puis, deuxièmement, va falloir mettre les fesses dans la bagnole et aller s'activer chez les clients, parce que sinon, la boîte, elle est morte. Alors, ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que la boîte, elle aurait dû être en cessation de paiement, parce qu'elle était au bout, du bout. Donc voilà, je reprends cette boîte dans ces conditions. Je pense que les gens sont vachement inquiets à l'époque. Et puis, ce que je fais, je me remets au téléphone. Je rappelle tous mes anciens potes, collègues, parce que s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que je suis toujours parti dans de bonnes conditions. J'ai toujours gardé d'excellentes relations avec tous les gens que j'ai croisés dans ma vie. Et donc je passais ma vie dehors à courir les clients et à chercher de nouveaux contrats. Et en un peu moins d'un an, en fait, on a remis la boîte non seulement sur la rail, mais sur une marge de progression. Et donc, je vais expliquer à nos clients que notre activité est plutôt une activité de service, au service des industriels, en disant, je vous promets, je vais vous livrer la machine, mais je vais vous livrer une machine qui va être très performante, qui va vous faire gagner de l'argent et qui va vous faire gagner tant par an. Donc en fait, je transforme la promesse, l'offre de valeur de l'entreprise de je vais vous livrer de la technologie par je vais vous faire gagner tant par an, de la productivité, etc. Et ça fait complètement basculer la dynamique commerciale de l'entreprise. Et grâce à ça, on a réussi à signer un des premiers contrats cadres avec ce gros équipementier industriel qui nous a permis, de manière récurrente, de sécuriser un chiffre d'affaires d'une dizaine de millions d'euros par an. Donc ça, tu passes de 3 millions d'euros quand tu la reprends à 15. À 15. Voilà. C'est mieux. C'est mieux. Et c'est d'autant mieux que ces projets nous permettent de maîtriser nos marges, voire de les améliorer, et de sécuriser notre chiffre d'affaires. En combien de temps, ça ? En 3 ans et demi. Voilà, donc l'entreprise a grandi, un peu plus de 200 personnes à cette époque, avec une activité industrielle à Angers, 3 sites de production à Angers, un à Rouen et un à côté d'Annemasse, qui conçoivent et réalisent des lignes de production, des machines spéciales, des machines de bobinage et des bancs de test pour l'industrie, et beaucoup pour l'industrie automobile. Parce que l'histoire des boîtes, c'est ça, on a toujours été porté par cette industrie, nos clients sont des clients de l'industrie automobile, et à partir de 2019, l'électrification du véhicule vient accélérer la mécanique il faut qu'on fabrique des batteries, des moteurs, etc. Donc on est très fortement sollicité à cette époque, à l'entrée dans le Covid. Tu peux résumer à quoi ça sert ? Parce que productivité, etc. Mais quand tu livres une machine, c'est pour faire quoi ? On livre une machine qui va fabriquer, par exemple, le radiateur qui sert de condenseur dans un système de climatisation du véhicule. On va fabriquer des machines qui assemblent des moteurs destinés à faire tourner le groupe motoventilateur qu'il y a derrière le radiateur automobile. On va fabriquer des machines qui vont fabriquer le contrôleur de sécurité qui gère le déclenchement des airbags dans une bagnole. Des machines qui servent à plier. Donc beaucoup de machines différentes. Plein de machines différentes.
Et que tu fais un petit peu en fonction du besoin du client, que tu fabriques quasi sur... Enfin, non, justement, t'expliquais que tu faisais des contrats cadres, mais l'idée, c'est que tu vas concevoir autour du besoin d'un client une machine que ensuite tu standardises et que tu livres. Exactement. Ok. Voilà. Donc ça, c'est la belle histoire jusqu'en 2019. Puis en 2019, alors déjà 2018, on voit les frémissements d'un léger ralentissement. 2018, Dieselgate, Volkswagen, tout le monde est un peu ensuqué dans cette histoire-là. C'est quoi le Dieselgate ? Quelques trichouilleries de quelques groupes industriels dont on ne saurait pas tout à fait le fond du sujet, mais qui ont triché sur les déclarations des certificats qui permettent d'établir la normalisation des véhicules. Et donc, en fait, les véhicules... Ouais, pour dire que finalement, ça pollue moins que ce que les gens disent et que du coup, il ne faut pas les taxer plus que ça. Et en fait, c'était truqué. Complètement. Et ce qui fait que le marché du diesel se casse un peu la gueule à partir de 2018 et donc l'investissement subséquent également. Et puis, il arrive un petit truc, là, fin 2019. Je monte dans un avion, je crois que j'étais en Allemagne, je monte dans un avion et on commençait à parler de cette histoire en Chine, là, où il y a un truc un peu chelou. Ouais. Et je vois trois Asiatiques monter dans l'avion qui avaient des masques chirurgicaux. Et 10 ans auparavant, on avait fabriqué pour un industriel angevin une machine pour produire des masques chirurgicaux. Je monte dans l'avion, je vois ces Asiatiques, je me dis, là, il y a un truc qui va se passer. Donc j'appelle cet industriel, je lui dis, dis donc, il n'y a pas un sujet chez vous? Il me dit, t'es où là? Je lui dis, bah, dans l'avion. T'es demain à Angers? Viens me voir demain. Le lendemain matin à 10h, j'étais chez lui. Et effectivement, là, gros mouvement de panique. Gros mouvement de panique parce que l'État s'en est mêlé, j'apprends ça à ce moment-là. Et il s'agit de remettre en route des capacités industrielles pour produire des... Et là, on n'est pas encore... on n'est pas encore en 2020. Donc on n'est pas encore en 2020. Donc on a déjà l'État qui se dit, il va se passer un truc. Ouais. Avec, à l'époque, je crois que c'est Agnès Buzyn. Oh, je ne sais plus qui était le ministre de la Santé. Ça devait être Buzyn, ouais. Voilà. Donc ils sont déjà en train de dire, oh là là... Ouais, mais sauf que le gouvernement à l'époque dit, non, il y a rien. Sont les masques, ça ne sert à rien. Ben oui, ça ne sert à rien, on n'en a pas. Ouais. Donc on serait quand même bien malheureux de dire qu'il en faut. Voilà, donc ce type nous contacte, et puis chemin faisant, comme on commence à parler de nous, c'est... Commence à parler de vous, c'est-à-dire comme étant fabricant potentiel de ce genre de machines. Ah ouais. On n'est pas nombreux en France, il y en avait un deuxième, mais on n'est pas nombreux. On est contacté par plein de gens, dont la DGE, la Direction Générale des Entreprises, qui nous appelle pour nous dire, attendez, il semblerait que vous sachiez faire un truc qui pourrait intéresser l'État. Voilà, donc on est embarqué dans un truc où 2020, les usines s'arrêtent, pour le coup, et nous, on croule sous les demandes pour fabriquer des machines de masques chirurgicaux. Donc nous, on est super contents. En plus, ça fait un sens de fou pour les gens que de revenir bosser. Ça met tout le monde dans une dynamique de collaboration au service de la santé, de l'État. Tout le monde est super content. D'autant que à l'époque, moi je dis à mes acheteurs, je veux qu'on travaille avec les boîtes de la région. Il faut que notre expérience, elle fasse vivre l'écosystème local. Mais alors attends, là j'ai une question quand même, parce que on a la techno, le savoir-faire. Tu vends des machines dans le monde entier, qui ensuite vont fabriquer les masques. Mais nous, en France, on en manque. Alors, à l'époque... Comment ça se fait? On a vendu tous les autres pays ont commandé, et nous, on en a commandé, ou comment ça se passe? Parce que alors moi, je suis le chef de je sais pas quel service de l'État. Je te dis interdiction de vendre à l'étranger, toutes les capacités de production restent ici, non? Alors à l'époque, les gens qui viennent nous voir, qui sont des cabinets conseils, lourdement décriés, qui viennent nous voir, sont un peu de cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas bien si on va être réquisitionné la semaine d'après pour ne servir que les intérêts de l'État, ou si finalement l'État ne sait pas trop. Bon, la suite
aura déterminé plutôt que finalement cette volonté d'installer une filière industrielle, elle était très opportuniste, liée au moment où on n'arrivait plus à acheter des masques en Chine. Dès que la Chine a pu réapprovisionner la France, la filière industrielle, terminée. Donc ça n'a pas été... Ce que tu dis, c'est que... Parce que si je t'écoute, plusieurs mois avant, oh là là, les organes de l'État s'activent pour savoir s'il y a des gens qui savent fabriquer, mais la décision n'est pas là en train de dire je veux X machines livrées là. Pas par l'État. L'État s'entreprend pas de ça. Par contre, l'État va voir des industriels et leur dit il serait bien que vous investissiez, il serait bien que vous montiez des capacités, et nous, on va vous acheter des masques. Et oui, oui. Il y a des mecs qui l'ont fait dans le sud-ouest, type absolument charmant, qui a construit une usine pour produire des masques. D'accord, mais donc lui, tu dis, il crée son usine, il produit des masques, il en vend. Il va même au Sénat pour expliquer ce qu'il est en train de faire. Il explique qu'il s'engage, lui, sur ses deniers, à installer une capacité industrielle parce que ça a du sens, parce que les hôpitaux, je crois que sa fille travaille dans l'univers hospitalier, le mec, il est engagé, quoi. Et il va expliquer ça aux sénateurs pour dire, moi, je les ai mis sur la table pour recréer une filière en Europe, en France. J'ai la même chose dans le nord-est de la France, etc., etc. Et puis tous ces mecs-là qui ont investi, lourdement. Alors, je ne sais pas si le retour sur investissement a été court ou pas, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, quelques années après, les machines, elles sont sous bâche, voire en vente, parce qu'elles ne servent à rien. Et ça a commencé quand, ça ? C'est-à-dire qu'ils ont vendu pendant le Covid, ou même pendant le Covid, on a préféré les masques chinois ? Non, ils ont vendu pendant le Covid. Ils ont vendu. Mais pas autant et pas aussi longtemps qu'ils auraient voulu. Et après, la crise s'arrête, on leur dit, de toute façon c'est trop cher, on prend les Chinois. Fin de crise Covid, la première commande publique, elle ne va pas chez ces industriels, elle retourne en Chine. Chasser le naturel, il revient au galop. Donc le patriotisme de la commande publique, dans toute sa splendeur. Rien, walou. Voilà, tristesse et désolation, d'autant que nous, pendant cette période, on avait développé notre gamme. On a des machines stratosphériques qui sont capables de produire de la top qualité, très haute cadence, du FFP2, 3, 4, 5, 12. Enfin bon, des machines topissimes qu'on est capable de fabriquer très vite, mais l'activité s'arrête, s'effondre. Ça repart fort en 2023, tiré par la folie du véhicule électrique. 2035, fin des véhicules thermiques. Mon Dieu, comment allons-nous faire pour produire des bagnoles électriques ? On ne sait pas fabriquer de batterie, pas de moteur électrique, il faut des convertisseurs de courant, des chargeurs embarqués dans les voitures. Bon, donc les industriels investissent à tour de bras dans des équipements de production pour produire tous ces nouveaux. Donc ça c'est bon pour toi, ça. Ah ben c'est topissime. D'autant qu'on a racheté quelques années auparavant des boîtes dont c'est le métier de tortiller du fil de cuivre, de bobiner du fil de cuivre. Donc c'est effectivement une belle opportunité. On prend de très belles affaires chez des nouveaux clients, dont un sur lequel je reviendrai en Pologne. Et notre activité croît beaucoup à 42-43 millions d'euros fin 2023, où on est plein régime. Et puis, il se passe plusieurs choses. La première, c'est que à partir de 2023, début de 2024, commence à s'élever quelques voix outre-Rhin sur la fin du véhicule thermique. Ça va quand même pas bien arranger notre économie. Vous êtes peut-être allé un peu vite, et nanana. Parce que je pense que finalement en Europe, on a pris beaucoup de retard sur le véhicule électrique, d'autant que les Chinois, eux, ils ont continué à accélérer fort. Vers 42 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. Ça, tu prends des nouvelles commandes sur le marché électrique, mais tu sens que, commence à dire du côté de l'Europe et en Allemagne que ça devient fragile et qu'il faudrait peut-être un petit peu donner plus de délai et plus d'air à la voiture thermique. Ouais, c'est ce qui apparaît.
Mais avec des tergiversations qui sont liées au marché. Aujourd'hui, les gens, ils n'achètent plus de bagnoles. Ils n'achètent plus de bagnoles probablement parce que les temps sont durs et probablement parce qu'aujourd'hui, dans l'offre produit, moi, je ne sais pas comment font les gens pour se décider entre acheter une bagnole électrique et une Super 5 électrique à 35 000 balles pour aller acheter mon pain et garder mon vieux diesel pour remplir la même fonction qui me permet également de partir en vacances. Bon. Là, il y a un truc qui incite forcément pas à la consommation. Puis il se produit forcément un phénomène de bascule en 2024. Je pense qu'on rentre assez durablement dans la crise où la consommation se casse la figure et où c'est plus la fête, quoi. Je pense que 2024, c'est la fin de la récré et que les boulons se resserrent de partout. Et puis ce qu'on a oublié, c'est que pendant cette période un peu discrète, là, où on a laissé les Chinois faire ce qu'ils avaient à faire, pendant le Covid, là, 2020-2021, ben, ces gens-là, ils ont quand même fait énormément de progrès. Ils ne nous ont pas attendus, ils ont développé, enfin BYD est né de pas grand-chose. Et aujourd'hui, un constructeur comme BYD, il livre ses bagnoles un peu partout dans le monde. Voilà, il fabrique tous ses composants. Ils fabriquent même les machines qui servent à fabriquer ces composants. Donc ils se sont intégrés. Et probablement que dans cette mécanique qui est en train de se mettre en place, là où les constructeurs chinois faisaient appel aux équipementiers européens qui avaient le savoir-faire, je ne vais pas les citer là, mais qui avaient les savoir-faire des technos, des phares, des amortisseurs, etc., ben, les Chinois, ils ont développé leurs propres solutions. Ce qui fait que là où les grandes marques européennes vendaient beaucoup de bagnoles en Chine, les marchés se cassent la gueule, au profit de nouveaux acteurs chinois, qui eux-mêmes font appel à des acteurs sous-traitants et équipementiers chinois et non plus aux équipementiers européens. Et ce qu'on voit, c'est que les équipementiers européens sont probablement en train de perdre les parts de marché qu'ils avaient au pays du soleil levant, et une Europe qui est en attente en entre-deux. Voilà. Donc nous, on est dans ce contexte-là. Et donc 2024, on voit notre pipe. Notre pipe, c'est notre volume de sollicitation. Ouais, carnet de commandes, quoi. Commencer à dégringoler. Et à l'été 2024, on prend une ardoise chez ce client polonais qu'on avait livré l'année d'avant, d'un peu moins de 4 millions d'euros. Donc ça veut dire que tu as un impayé Ouais. sur quelque chose que tu as livré, Ouais. qui t'a coûté de l'argent, Absolument. mais on ne paye pas. Absolument. Grosse ardoise chez un client polonais, plus un marché un peu en demi-teinte, ben, nous amène en juillet 2024 à engager ce qu'on appelle la déclaration de cessation des paiements. C'est-à-dire que fin du mois, on ne sait plus honorer en fait nos dettes, eu égard à ce trou abyssal de trésorerie de 4 millions d'euros. C'est un grand groupe Ouais. en Pologne. Ouais. Filiale d'un très grand groupe international. D'accord. Donc en fait, comment ça se fait qu'un grand groupe ne paye pas ? Les vraies raisons, je ne les ai pas. J'ai mon idée sur le sujet, mais les vraies raisons, je ne les ai pas. Je subodore, pour avoir tiré quelques états financiers, que la santé de cette boîte est vraiment pas bonne. Et Donc la filiale du très grand groupe en Pologne, parce que c'est ça, en fait, il la ferme. il ne la ferme pas. La boîte, elle continue à vivre, elle continue à produire. Alors, je ne sais pas où elle en est aujourd'hui, mais la situation économique est très compliquée. Donc toi, tu rentres en procédure de redressement judiciaire. Je rentre en procédure de redressement judiciaire. Bon, d'abord, comment tu vis ça, toi ? Oh, très mal. Super mal. Super mal parce que ce statut a une connotation très particulière en France. Quand tu entres au tribunal de commerce, tu portes un truc sur les épaules, une espèce de le poids de l'échec. Moi, la première fois où je suis rentré dans la salle du tribunal de commerce, il y a un couple qui est en train de chialer parce qu'ils ont perdu toutes leurs économies. Et tu arrives là, toi, tu as une boîte qui a grandi et progressé. Pendant 10 ans, il est difficile d'imaginer que ça puisse t'arriver parce que tout va bien. Tout va bien. Il n'y a pas une ombre au tableau. La croissance, tu embauches, tu crées des boîtes, tu prends des nouveaux marchés, tout se passe bien. Et puis, du jour au lendemain, voilà, un incident de parcours, boum.
tout s'arrête. Et ce passage par la case tribunal de commerce, elle est mal vécue parce que, premièrement, c'est quelque part un aveu d'échec qu'il faut assumer. Et je trouve que le passage le plus compliqué a été d'aller chercher auprès de ma famille, et notamment de mon épouse, qui a été remarquable là, pour le coup, c'est cette espèce d'autorisation dans son regard d'échouer. T'as le droit. T'as le droit de te planter. Parce que quand on est patron, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu, on prend beaucoup de choses sur nos épaules. Voilà, on endosse les réussites collectivement, mais les échecs, on les porte personnellement. Et donc ce passage, il est extrêmement douloureux pour ça, de la vision que peut avoir notre entourage sur l'échec. Parce que là, tout le monde te dit ouais, t'as pas fait ça, t'aurais dû faire si. Je t'avais dit. Ouais, mais de toute façon, c'était sûr que ça allait arriver, évidemment. C'était pas ça qu'il fallait faire, t'as pris des mauvaises décisions, etc. Donc la première étape a été de dire recevoir l'accueil favorable de son environnement proche et de ma famille, ma femme et mes enfants, de dire t'as le droit de te planter. Ah, t'es pas invincible, t'es pas Superman. Voilà, de trouver le courage d'aller au tribunal de commerce et de se dire effectivement, j'ai probablement fait des conneries, parce que dans l'histoire, j'ai fait des conneries. Il y a des choses que j'aurais pas dû faire, mais à la fin de l'histoire, c'est toujours facile de se dire qu'est-ce que j'aurais fait autrement. Voilà, donc passer ce stade-là, moi, il y a un truc qui m'a sauvé, c'est que je reste jamais dans l'effondrement. Je passe dans l'action et dans le mouvement. Et ça me sauve à ce moment-là. Ça me sauve parce que ça me permet de me mettre dans la dynamique de non, je ne vais pas m'effondrer et je vais m'en sortir. Et ça, le fait de savoir que tu as des équipes et que tu dois un peu les sauver, c'est quelque chose, c'est une dynamique, c'est un poids. Ah, ça, c'est la seule chose qui me nourrit, moi. Parce qu'il n'y a pas les équipes autour, j'y vais pas. Parce que je sais, et c'est pour ça que j'appelle Patrick Bellitti, je sais que je vais en prendre plein la gueule. Je vais prendre des coups, comme j'ai dit à Patrick. Prendre des coups de partout, des clients, des fournisseurs, des banquiers, etc. Banquiers dont la relation est compliquée depuis quelques mois, parce que tension de trésorerie, parce que ces 4 millions d'impayés, ils remontent il y a quelques semaines. On a pu les supporter jusqu'à ce moment-là, mais bon, ça a été compliqué avec le client. Donc la relation est tendue avec tout le monde. Et je sais qu'il va falloir que j'affronte des discussions que je n'ai pas envie d'avoir, des discussions compliquées, tendues, houleuses, avec des fournisseurs qu'on ne va pas pouvoir payer, qu'on scotche là, parce que dépôt de bilan égale, on suspend les paiements. Il y a des gens qu'on ne peut plus payer. Donc il y a des gens qui sont pas contents et qui le font savoir verbalement et physiquement. Donc il faut être présent. Physiquement, ça veut dire quoi ? Physiquement, il y a des gens qui sont menaçants. Voilà, au détour d'une balade dans la rue, qui te croisent, t'es identifié et qui peuvent être menaçants. Bon, ça se déballonne assez rapidement parce que j'ai pris le parti à l'été d'appeler l'essentiel de nos fournisseurs et partenaires pour faire une explication de texte et leur expliquer que ce que j'ai fait, c'est pas une tactique, c'est pas une manœuvre, j'avais pas d'autre choix et que mon objectif à moi, c'est de sauver le bazar, de faire en sorte que la boîte continue. Pourquoi ? Parce que faire en sorte que la boîte continue, c'est m'assurer de la poursuite des contrats de travail que je peux garder et m'assurer de la poursuite des relations avec les fournisseurs. Voilà, donc je passe beaucoup de temps à expliquer ça. Avec les fournisseurs, ça se passe relativement bien, quelques exceptions près. Avec les collaborateurs, c'est plus compliqué parce que les collaborateurs voyaient une situation qui était un peu molle, perdent la confiance et ça marque un truc assez brutal. Encore une fois, très, très mal connoté en France, c'est la fin, on n'y croit plus, il ne se passe plus rien. Effectivement, les commandes, elles affluent moins, hein. D'autant plus qu'on rentre en redressement judiciaire. Donc, une certaine forme de démobilisation silencieuse, pas que silencieuse d'ailleurs, mais si un peu silencieuse. Et ça, c'est extrêmement difficile. Et c'est doublement difficile que moi, je fais ça
pour pérenniser et sauver l'emploi. Et je vois autour de moi la majorité des gens dire baisser les bras. Et ça a duré longtemps. En dehors d'une équipe rapprochée, où là j'ai des collaborateurs extraordinaires, des gens qui sont vachement révélés et qui disent non, ok, on va y aller, on va prendre. C'est compliqué, difficile. Et donc on a créé un petit groupe là, de 3-4 personnes, plus Patrick et un de ses collaborateurs. Patrick Belliti, donc. Ouais, Patrick Belliti, où on dit... c'est qui Patrick Belliti? Patrick Belliti, c'est un personnage emblématique. Moi, ça faisait pas très longtemps que je le suivais sur les réseaux, mais depuis début 2024, je lisais ses posts, et ses posts parlaient beaucoup des entreprises en difficulté, de la souveraineté industrielle française, et que le redressement judiciaire, c'est pas une fin en soi, qu'on peut en sortir, et qu'il a eu des expériences qui l'ont démontré. Et c'est un mec qui est... Donc lui, c'est un industriel. C'est un industriel, ouais, qui a de la gouaille, qui ose dire les choses. Qui a quand même des dizaines d'années de métier derrière lui, qui a été patron d'une très belle entreprise de taille intermédiaire, industrielle, dans l'automobile en plus. Donc, ouais, il sait de quoi il parle, quoi. Voilà. Donc, je prends contact avec lui, et puis je lui dis, je sais que je vais en prendre plein la tronche, je vais prendre des coups, je ne sais pas lesquels encore, mais j'ai besoin de vous parce que j'ai besoin qu'on m'aide à traverser cette période, et j'ai besoin qu'on m'aide à décrypter. Qui fait quoi, et qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment je traverse cette période, moi, pour en sortir. Voilà, donc ça recrée une certaine dynamique. Ouais, donc là, tu vois les gars qui avaient lâché l'affaire qui se disent, allez, j'y retourne. Ouais, qui se disent, wait and see. Je ne vais pas quitter le navire tout de suite, mais je vais attendre de voir. Voilà, donc on n'échappe pas, nous, au PSE, parce que notre activité dégringole de moitié. Donc il faut malheureusement fermer des pans d'activité. Donc on organise un PSE sur une centaine de personnes. C'est quoi un PSE? Un plan de sauvegarde de l'emploi, qui permet d'organiser le départ des gens, le licenciement économique des gens dans un cadre un peu défini, et leur permettant à eux de trouver un emploi, un nouvel emploi assez rapidement. Le 18 juin 2025, on a proposé au tribunal de commerce qu'il a approuvé un plan de sortie de redressement judiciaire, qui s'appelle un plan de redressement pour le coup, qui nous a permis de sortir du redressement judiciaire. Et donc ce process, il est un peu lourd. Il est d'autant lourd qu'en fait, la fin du redressement judiciaire, elle marque malgré tout l'effacement de dettes auprès de certains créanciers. Parce que si on veut poursuivre notre activité, il faut qu'on ait la capacité à rembourser nos créances, les dettes qu'on a créées. Et malheureusement, il y a des gens chez qui on va laisser des ardoises. Et alors, les fournisseurs, chez qui tu laisses une ardoise, ils te disent quoi? Alors, il y en a certains qui refusent de continuer à travailler avec la boîte. Et puis, il y en a d'autres qui disent... alors, c'est les deux extrêmes. Et il y en a d'autres qui disent, écoutez, le meilleur des services que vous puissiez nous rendre, c'est de continuer à exister demain pour nous permettre de continuer à bouffer. J'entends pas, on va se refaire la cerise demain, mais j'entends que ce serait encore pire si on perdait complètement le client, surtout en ce moment. Donc c'est quand même des gens qui souffrent aussi, quoi. Ouais, je pense que là pour le coup, en ce moment, tout le monde souffre vraiment. J'ose espérer que le temps fera son œuvre et qu'on arrivera, au travers de nos actions et de la poursuite de notre activité, à faire en sorte que tout le monde en sorte vers le haut, parce qu'on n'a aucune volonté de planter qui que ce soit dans la situation. Donc, là, tu t'en sors. Tu as fait tous les éléments nécessaires pour que l'entreprise sorte, j'allais dire, pas en pleine forme, enfin si quand même, ramassée. En meilleure forme. En meilleure forme, prête à bondir, on va dire. Donc, une boîte qui a besoin de quoi
pour repartir de l'avant encore plus fort? Parce que l'essentiel des efforts sont faits, mais tu as encore du carburant ou... Elle a besoin de deux choses, deux sources de carburant, du carburant et du comburant. Le carburant, c'est la commande client, et le comburant, c'est le financement. Aujourd'hui, sortir d'une situation comme celle-ci a pour effet qu'on n'a plus accès au crédit bancaire. Et donc, tu veux nous parler un peu du rôle des banques là, pendant le pas bien et l'après pas bien? C'est un peu compliqué parce que je ne veux pas faire de généralité. Je pense que la relation banque a beaucoup évolué. Moi, j'ai connu une situation dans les années 2009-2013 où l'accès au crédit était super facile. En fait, il suffisait de passer un coup de fil au banquier pour avoir une autorisation de découvert. Enfin, les process étaient simples. Les agences avaient, à mon sens, de ce que j'en vois, moi, beaucoup plus de latitude. Et on avait un accès au crédit au sens large, court terme et moyen terme. Mais tu étais aussi en meilleure forme peut-être aussi? Ouais, j'étais en meilleure forme, mais même pour en avoir discuté avec quelques collègues chefs d'entreprise, on a à peu près tous le même avis. À partir de post-Covid, la situation s'est durcie. L'accès au crédit est devenu plus compliqué. Effectivement, parce qu'il y avait peut-être un prémisse de crise et peut-être que les banques étaient réglées plus sensibles pour ce qui est de l'accès au crédit. On était peut-être flagué sur des activités potentiellement à risque, mais le financement du BFR est devenu un vrai sujet. C'est quoi le BFR? Mais en fait, quand on prend une commande, une affaire, je vais prendre une affaire à 1 million d'euros, le cycle il est d'environ 9 à 12 mois, c'est-à-dire qu'entre le moment où on prend la commande et on livre chez le client, il peut se produire jusqu'à 12 mois. Ce 1 million d'euros, il faut le financer parce que c'est ce que coûte la réalisation du projet, de la machine. Et pour le financer, soit le client accepte de le financer par des facturations intermédiaires, et très concrètement, dans les grands groupes, ça n'existe plus. Et les conditions sont devenues de plus en plus strictes. Il y a quand même des grands groupes industriels français, quand on livre des machines à l'étranger, qui nous imposent des facturations du premier terme à la livraison de la machine payables à 120 jours. Bon. Donc aujourd'hui, on ne sait pas faire ce grand écart. On n'a pas accès au crédit bancaire. Ces grands groupes nous imposent des conditions de paiement qui font que, effectivement, on doit financer ce besoin en fonds de roulement. C'est les fonds nécessaires dont on a besoin pour acheter la matière, payer les salaires avant de se faire payer par nos clients. Voilà, donc on en est là aujourd'hui. On a malgré tout des clients de taille intermédiaire qui continuent à nous faire confiance et qui nous accompagnent positivement, donc qui acceptent de financer le cycle. Donc tu vois quand même chez les entreprises de taille intermédiaire un comportement qui n'a rien à voir avec les grands groupes. Alors que c'est des belles boîtes, mais ce n'est pas non plus la puissance financière d'un grand groupe. Non, mais je pense que ce sont des boîtes qui n'ont pas accepté les conditions qu'ont accepté les grands groupes. Les grands groupes industriels et les équipementiers automobiles ont quand même accepté, avec leurs clients chinois, pour ne citer que, des conditions qui sont complètement délirantes et qui mettent de facto leur trésor sous tension. Donc le mécanisme se reporte de proche en proche. Voilà, les entreprises de taille intermédiaire, je pense qu'elles ont su préserver leur cash et leur trésorerie. Est-ce qu'elles se sentent aussi plus solidaires que les grands groupes? Oui, probablement. Et ce sont des gens avec qui on arrive à parler de partenariats, de relations de long terme, avec lesquels on s'inscrit dans une projection d'activité. C'est des boîtes plutôt familiales? Ah ouais, que familiales. D'accord. Que familiales. Donc le capitalisme familial, finalement, c'est assez... Les mecs qu'on veut taxer, là, parce que c'est pas bien. Non mais je trouve que c'est la tristesse du modèle français, ça. On a quasiment plus d'entreprises familiales. On traverse le Rhin, il n'y a quasiment que ça. Oui, et puis tu traverses les Alpes en Italie, c'est pareil. Hein. Ouais. Tu vas en Suisse, c'est pareil. Et donc on n'est pas dans la perspective court terme, la logique de l'indicateur annuel où on va chercher toujours plus de performance. On travaille avec des boîtes Ça, c'est plutôt les boîtes qui appartiennent à des fonds d'investissement. Oui, absolument. Et donc, comme les grands groupes. Les grands groupes appartiennent souvent à des fonds d'investissement. Ou à des actionnaires, effectivement, qui demandent leur dividende à la fin de l'année. Bon, je ne suis
j'ai pas d'avis là-dessus. Simplement, dans la projection de ces entreprises sur le moyen long terme, on n'a pas les mêmes discussions. Et on voit bien que les grands groupes aujourd'hui sont dans une... Enfin, le retour sur investissement, qu'on appelle ROI dans l'industrie, Return on Investment. C'est une thématique, moi à l'époque, quand j'ai démarré ma carrière, on était sur des calculs de retour sur investissement entre 3 et 5 ans pour l'investissement industriel. C'est-à-dire que je mets 100, je gagne un tiers de 100 ou un cinquième de 100 tous les ans. Absolument. Voilà. Aujourd'hui, les grands industriels dont on a parlé, ils sont sur des calculs de ROI à moins de 6 mois. C'est-à-dire que 6 mois après, il faut qu'ils aient récupéré l'argent qu'ils avaient investi. Oui, absolument. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Soit je serre les boulons, soit j'investis pas. C'est un non-sens absolu. On peut pas projeter une activité industrielle si on ne regarde que dans 6 mois. Ça ne marche pas. Ça. Alors que les familles qui sont là pour transmettre... Elles sont là pour 3 générations, 4 générations. Donc la relation, elle est toute différente. Et c'est avec ces gens-là aujourd'hui qu'on arrive à s'inscrire dans une dynamique de reprise d'activité parce que on parle de relations long terme, de collaboration et donc de collaboration réciproque où nous on amène du service et on leur explique nos besoins et ils répondent favorablement à notre besoin. Donc ça règle ton problème de commande. Juste une dernière question culturelle là-dessus. Moi ce que j'entends c'est qu'il y a une culture allemande, une culture italienne de solidarité très forte. Est-ce que tu sens une culture française de solidarité? De ce que je comprends, c'est qu'avec les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, oui, mais finalement, il n'y en a pas assez pour que... Il y a quand même un rapport aux grands groupes qui est beaucoup plus direct, non? Complètement. Et les grands groupes allemands et italiens, ils ont une solidarité... Enfin, ils se comportent de la même façon que les grands groupes français ou... Moi, je visite des équipementiers allemands, quel que soit leur secteur d'activité. Dans leurs ateliers, il n'y a que des machines allemandes. Hein. Donc, il y a un vrai patriotisme là-dessus. Ouais, je ne sais pas si c'est du ressort du patriotisme, mais un salon en Allemagne, les clients et les fournisseurs se rencontrent. Ils se connaissent, ils construisent dans la durée. Un équipementier allemand, il va emmener à l'étranger toute sa kyrielle de fournisseurs. Et pas les Français. Non, bah, pas du tout. Non. Moi, j'étais encore avec un patron industriel d'un grand groupe industriel français international qui m'explique que la directive qui a été donnée aux acheteurs, c'est d'acheter 100% des équipements en Chine. Récemment, là encore. Ouais. Les mecs, ils n'ont toujours pas compris. Ouais. D'accord. Bon, voilà, fuite en avant. Donc, aujourd'hui, tu dis, il faut des commandes. Donc ça, tu viens de nous en parler. Ouais. Il faut quoi d'autre? Il faut des commandes, il faut du cash. Et comment on a le cash quand il y a plus de banquiers qui te regardent? Soit on compte sur des clients conciliants, soit on fait appel à des sources de financement alternatives qui peuvent être des fonds familiaux, des capitals risqueurs qui vont accepter de monter au capital d'une entreprise comme la nôtre qui dispose de savoir-faire de haute technologie, qui ont traversé certes une période difficile, mais qui ont su démontrer une agilité et une résilience qui ont permis, au travers de ces différentes crises, de ressortir finalement plus fort. Voilà. Donc tu veux dire que la finance pourrait ne pas être que mauvaise? Je pense qu'elle est même très positive. Elle est très positive quand elle est appliquée à l'économie réelle. Donc, et c'est des montants importants Ça dépend où on met le curseur et ça dépend comment on fixe les ambitions. Aujourd'hui, les ambitions d'une société comme la nôtre, elles vont être dictées par sa capacité à se financer. Donc je sais répondre et pas répondre à cette question. Alors, une fourchette. Entre 1 et 5 millions d'euros. Voilà. D'accord. On a des solutions techno chez nous, des solutions propres qui permettent de développer des solutions de machines flexibles. C'est une vraie pépite, c'est un produit ultra innovant. On a besoin de fonds pour développer cette activité. Bon, la vitesse à laquelle on la développera sera fonction des fonds qu'on sera capable de mobiliser pour alimenter ce projet.
Bon, on va t'aider aux Forces françaises de l'industrie. On va te trimballer. Je vais dire, tu vas en faire du pitch. Bon, donc, non, mais c'est super. Écoute, très belle histoire. Très belle histoire parce que, et dans toute belle histoire, il y a toujours un moment où on a un peu peur. Hein. Et on espère que ça va se terminer comme dans les histoires, non pas à l'irlandaise où tout le monde meurt à la fin, mais à l'américaine, hein, pourquoi pas. Quelque chose où tout ça est un souvenir, mais quelque part presque un bon souvenir. Donc, écoute, bravo. Et vraiment, je pense que cette histoire-là, ton histoire, c'est un petit peu la raison pour laquelle on a créé les Forces françaises de l'industrie. C'était réunir des gens autour de projets comme le tien, autour de personnalités comme toi, et puis d'essayer de montrer aussi aux Français qui placent beaucoup leur épargne dans l'immobilier, puis sur de l'argent, sur des placements garantis par l'État, qu'ils peuvent mettre du sens dans leur épargne. Alors pas tout miser, hein, parce que c'est toujours, on a pu le constater, c'est parfois risqué, l'entrepreneuriat, mais en mettre un peu, c'est quand même pas idiot. Voilà. Je pense que c'est très important aujourd'hui de comprendre qu'on est tous acteurs. Donc on est tous acteurs de notre destin et du destin de la société. Parce que dans les années 80, on disait que nos emplettes sont nos emplois. Mais venir au soutien des entreprises, c'est aussi imaginer qu'on contribue à leur permettre d'exister demain et on contribue indirectement à ce que nos enfants trouvent du travail demain. Parce que le jour où l'industrie disparaît de notre pays, déjà un pays qui ne produit plus est un pays qui meurt. Mais le jour où l'industrie disparaît de notre pays, on part en déclin. Quel avenir peut-on imaginer aux générations futures, le jour où il n'y aura plus d'usines dans le pays? Moi, je ne vois pas bien le sujet. Ok, Olivier, merci beaucoup.